Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans Dernière Nouvelle des Étoiles. Cet été, le télescope spatial James Webb n'a pas pris de vacances, bien au contraire. Quelques semaines seulement après le début de sa mission, il commence déjà à produire des résultats très intéressants que nous allons vous résumer. Commençons du côté des exoplanètes avec WASP-39b. Ce Jupiter chaud a été découvert en 2011. La planète évolue autour d'une étoile légèrement plus petite que le Soleil, située à environ 700 années-lumière de nous. Elle a été particulièrement étudiée à l'aide d'Hubble notamment, ce qui a permis de mettre en évidence des traces de vapeur d'eau, de sodium et de potassium dans son atmosphère. James Webb lui a consacré un peu de temps d'observation ces dernières semaines, ce qui a permis d'ajouter un autre gaz à la liste, le dioxyde de carbone. Le nouveau télescope géant de la NASA démontre ainsi qu'il peut faire des analyses de spectre très poussées, dans des longueurs d'onde qui restaient jusqu'ici difficiles à caractériser. C'est la première fois que du dioxyde de carbone peut ainsi être détecté directement dans une atmosphère de planètes en dehors du système solaire. Cela promet de belles choses pour la recherche de biomarqueurs dans la Voie lactée. Bon, dans le cas de WASP-39b, il s'agit d'une planète géante gazeuse. Il ne faut donc pas tenter de relier ce CO2 à une activité biologique. Si on a un peu de chance, James Webb sera capable de fournir ce même type d'analyse pour des super-terres, ce qui pourrait se montrer bien plus intéressant dans la recherche de vie extraterrestre. Beaucoup plus près de nous, le télescope géant a aussi pointé son miroir vers Jupiter, ce qui a notamment permis de produire cette fantastique image. On peut y voir les anneaux diffus de la géante, deux de ses lunes, ainsi que des aurores polaires. Encore une fois, les équipes collaborant sur la mission ont été surprises par la qualité de ces clichés, qui dépassent ce qui était attendu. James Webb se concentrant exclusivement sur l'infrarouge proche et moyen, il permet d'offrir un point de vue inédit sur la planète géante. Nous la voyons ici en fausse couleur, mais ces dernières peuvent aider à comprendre la structure des nuages à différentes altitudes. James Webb s'est également intéressé à des galaxies très lointaines, ce qui a d'ailleurs produit des résultats surprenants. Il a montré que les premières galaxies de l'histoire de l'univers semblent être à la fois plus nombreuses et plus matures que ce qui était attendu, ce qui pourrait amener à réviser certains paramètres du modèle standard de la cosmologie. Certains commencent déjà à vouloir remettre en question le modèle du Big Bang, mais il ne faut probablement pas trop s'exciter. James Webb va passer une partie importante de sa mission à mettre en image les premières étoiles et les premières galaxies de l'univers, ce qui offrira une fenêtre inédite sur ses premiers âges, avec peut-être quelques révisions cosmologiques à la clé. Le télescope spatial produit en tout cas déjà des résultats à l'échelle du système solaire, de la Voie lactée et de l'univers. Une mise en bouche prometteuse pour les prochaines années. Dans le système solaire, les sondes d'exploration pourront fournir in situ encore plus d'informations que les télescopes spatiaux. Il y a d'ailleurs des cibles qui reviennent au goût du jour. Ces dernières décennies, peu de sondes se sont aventurées du côté de Vénus. Notre plus proche voisine a été délaissée au profit de Mars. Cela va cependant changer puisque plusieurs missions américaines, européennes ou encore indiennes à destination de l'étoile du Berger ont été approuvées. Parmi celles-ci, il y en a une qui est un peu particulière, puisqu'elle se prépare sur fonds privés. L'entreprise Rocket Lab, qui est connue pour ses micro-lanceurs Electron, souhaite ainsi réaliser sa première mission d'exploration de Vénus. Le projet a été dévoilé l'année dernière et on vient d'en apprendre un peu plus à son sujet grâce à un papier publié par les équipes de l'entreprise. Rocket Lab souhaite capitaliser sur le succès de la mission Capstone pour concevoir une sonde de 20 kg, chargée de caractériser les conditions de l'atmosphère vénusienne. Le but étant de découvrir si celle-ci peut potentiellement être habitable. On sait déjà qu'autour de 50 km d'altitude, elle présente une pression et des températures à peu près similaires à celles qu'on trouve sur Terre, ce qui pourrait offrir un habitat propice à des micro-organismes. Pour aider à comprendre ce milieu, Rocket Lab a imaginé une minuscule sonde de forme conique et de 40 cm de diamètre. Elle doit chuter à travers l'atmosphère de Vénus, passant environ 300 secondes entre 60 et 45 km d'altitude, là où le niveau d'habitabilité semble être le plus fort.
Sa dimension très compacte doit permettre de la lancer via une fusée Electron, avec l'aide d'un vaisseau Photon musclé pour l'occasion. Il faudra en revanche se contenter d'1 kg de charge utile scientifique. Pour exploiter l'opportunité au maximum, Rocket Lab souhaite embarquer un éphélomètre, un instrument chargé de caractériser la teneur en particules de matière d'un milieu trouble. Il devrait notamment pouvoir mettre en évidence certains composés organiques qui pourraient éventuellement trahir une chimie du vivant. Des thermomètres et des capteurs de pression apporteront quelques données supplémentaires. Comme à son habitude, Rocket Lab souhaite aller vite. La mission est ainsi prévue pour décoller en mai 2023, pour arriver en vue de son objectif en octobre de la même année. Bien que la mission se fasse sur fond privé, il faut probablement s'attendre à ce que la NASA soit assez présente. Son réseau d'antennes Deep Space Network sera par exemple nécessaire pour recevoir les données émises par la petite sonde. On devrait donc voir d'ici 1 an si Rocket Lab est capable de tenir ses ambitions vénusiennes. La mission sera suivie en 2024 par une sonde indienne, puis par 2 missions américaines, une européenne et une russe, d'ici une dizaine d'années. Vénus devrait donc livrer quelques-uns de ses secrets, notamment concernant son habitabilité passée et présente. Rocket Lab a par ailleurs profité du mois d'août pour réaliser son 6e lancement de l'année, qui est déjà le 29e d'une fusée Electron. L'une d'entre elles a lancé le 4 août une charge utile classifiée pour le compte de la NRO, l'organisation américaine qui gère les satellites espions du pays. Tout semble s'être bien déroulé, et Rocket Lab a maintenant l'opportunité de réaliser jusqu'à 6 autres lancements sur la fin de l'année, ce qui constituerait un record pour l'entreprise. Au niveau mondial, l'activité reste très soutenue, avec près de 110 tentatives de lancement déjà réalisées. Probablement de quoi battre le record qui a été établi l'année dernière avec 146 lancements. Le spatial se porte bien et nous aurons donc toujours plus de sujets à évoquer dans DNDE. Il y a cependant un lancement dont on aurait souhaité parler aujourd'hui, mais qui n'a pas eu lieu. C'est celui de la mission Artemis 1. La première étape du retour américain vers la Lune devait avoir lieu hier grâce à une fusée SLS et à un vaisseau Orion. Le compte à rebours a été lancé et on était en live avec des milliers d'entre vous pour y assister, mais des soucis techniques en ont décidé autrement. Pendant la phase de remplissage des réservoirs, plusieurs problèmes sont apparus. D'abord avec un ombilical, puis au niveau de la jupe interétage, mais ils ont pu être réglés rapidement. En revanche, le moteur numéro 3 a rencontré des problèmes plus sérieux lors de tests de circulation d'ergol, ce qui a fini par forcer la NASA à repousser le lancement. A priori rien de grave, c'est après tout pour détecter ce genre de soucis qu'on fait autant de tests avant un lancement. Reste à savoir quelle portée aura l'incident. Si la NASA parvient à résoudre rapidement le problème, d'autres fenêtres de tir s'ouvrent vendredi et lundi prochain. Si c'est plus sérieux et qu'il faut passer par un retour au bâtiment d'assemblage, alors il faudra se montrer patient. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, @HugoLisoire, pour être tenu au courant de l'évolution de la situation. Un autre lancement notable de ces derniers jours a eu lieu en Chine le 26 août. La CASC, une des entreprises d'État liées au programme spatial du pays, a fait décoller un avion suborbital pour la 2e fois. Cet appareil, qui semble s'apparenter à un petit avion spatial, avait déjà volé en 2021. La Chine reste très secrète quant à son architecture ou à sa fonction, mais cela s'inscrit dans un contexte de plus en plus marqué par les avions spatiaux réutilisables. En effet, le 4 août dernier, la Chine a lancé un autre avion spatial, orbital cette fois-ci, qui n'est d'ailleurs toujours pas revenu sur Terre. Ces véhicules pourraient être liés au programme de lanceurs entièrement réutilisables que Pékin mène. Ces dernières années, on a vu passer des concepts présentant un système composé de 2 navettes, dont la première massive servirait à lancer la seconde plus légère. Toutes deux pourraient donc être récupérées et réutilisées pour abaisser les coûts de l'accès à l'espace. Il s'agit peut-être de tests pour soutenir cette architecture. Mais ces programmes sont tellement secrets qu'il est difficile d'aller au-delà de la simple spéculation. Un système de double navette réutilisable pourrait éventuellement offrir une approche différente du Starship pour atteindre la réutilisation complète d'un lanceur. Reste à espérer que la Chine nous laissera en voir un peu plus dans les années qui viennent. Puisqu'on évoque le Starship, ce dernier continue de progresser vers son premier vol orbital. Malgré une explosion accidentelle, le booster B7 est de retour sur le pas de tir. Il n'a apparemment pas subi de dommages importants.
Il est en train de reprendre une série de tests qui devraient comprendre des mises à feu statiques avec de plus en plus de moteurs. Si celle-ci donne satisfaction, on peut peut-être encore espérer un décollage d'ici la fin de l'année. Nous voici en tout cas arrivés au bout de ce DNDE. Comme d'habitude, je vous oriente vers l'espace commentaire pour partager vos questions et remarques. Nous répondrons à certaines d'entre elles dans la vidéo qui sortira le samedi 10 septembre à 17h. Vous pouvez consulter la description pour des liens vers nos sources, nos podcasts et nos réseaux sociaux. Nous, on se donne rendez-vous jeudi soir pour un nouveau dossier de l'espace, et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.